Bonjour à tous, bienvenue sur Crossover avec mon ami Geoffrey et moi-même Pas très content de te retrouver. Bonjour à tous. pour une émission spéciale aujourd'hui sur la dépression et la pression dans le sport, en général dans le basket, comme vous Oui, le on savez, va rester quand même dans notre, concentré sur le basket. et puis sur des gars qui ont parlé de leur dépression, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur leur anxiété vis-à-vis de leur sport, de leur entourage, de leur Ce qui se passé, passe dans leur vie, voilà, et des anxiétés comme tout un chacun peut peut vivre. avoir, peut ressentir. Et, Et se sont livrés, donc on va dire quoi, Pat, ça fait quelques semaines, quelques mois, on peut dire. enfin, que ça se délivre vraiment, que les langues se délivrent, ça fait quelques Quelques semaines. semaines, ouais. Mais comme tu l'as dit, voilà, il y a quelques mois qu'on a des informations sur ça. C'est surtout Kevin Love et Demar DeRozan Des morts de rage. qui se sont livrés et ils ont ouvert la voie comme ça à pas mal de joueurs en fait depuis lors. Il y en a pas mal qui Ça ont fait aussi leur déclaration. Ça a libéré, en fait, ça a libéré certaines personnes qui avaient peut-être peur du jugement de certaines personnes vis-à-vis de ce Du qu'ils ressentent, public, des fans, du public, des des femmes, amis, la famille. la famille aussi. Et puis, Voilà. c'est pas, Ouais. comme vous avez peut-être déjà eu l'expérience, c'est pas quelque chose qui est facile à dire dans son entourage, ou même par rapport à ses amis, ou même par rapport à quelqu'un qui est au-dessus de vous, ou même au travail, au boulot, ou n'importe où, quoi. Et Voilà, puis, donc, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui, peut, qui peuvent toucher aussi. Et donc ici, on va commencer le débat un peu. mais c'est universel, je te coupe, excuse-moi, hein, mais en fait c'est universel. Voilà. Ouais, c'est universel. Ici on va rester sur les basketteurs, mais si ça touche des basketteurs qui sont millionnaires, multimillionnaires, qui sont des champions NBA, qui sont des grands athlètes, en fait ça c'est une infime partie du monde et ça touche tout le monde. Donc c'était très intéressant de se plonger là-dedans puisque Ouais. même nous, Impact, c'est vrai, on n'avait pas vu que certains des joueurs dont on va parler souffraient de ce qu'ils ont dit, souffrir depuis X années. Ça a été une surprise aussi. Donc on s'est dit pourquoi ne pas le partager avec vous et justement évoquer le sujet puisque c'est, comme je l'ai dit, c'est universel. Hein, t'es C'est d'accord avec universel, moi? ouais, ça peut toucher Voilà. n'importe qui, quoi. Voilà, et Donc, donc, on peut commencer déjà par certains joueurs et certains interviews, quelques mots et leur histoire oui, pour un peu décortiquer moi je pense qu'on doit commencer par le début. le début, quoi. C'est ceux qui ont lancé vraiment, qui ont ouvert la voie à ce sujet-là, c'est DeMar DeRozan et Kevin Love. Hein. Ça s'est joué vraiment sur peu de temps de différence. Peut-être que DeRozan a commencé avant à en parler. Donc DeMar DeRozan, Patrick, hein, Ouais, des morts de raison, tu mais c'est un peux nous peu. parler un peu du joueur, de comment toi tu le percevais avant ses déclarations, et puis on va venir justement sur ce qu'on peut savoir sur sa dépression et l'impact qu'on pense que ça a justement sur son jeu. En tant que joueur, avant de savoir quoi que ce soit sur lui, il était vu comment? Demar DeRozan, déjà, c'est un All-Star. Donc, c'est quelqu'un qui a été 4 fois All-Star. C'est quelqu'un qui est patron du côté de Toronto, même s'il vient de se faire trader du côté de San Antonio. C'est quelqu'un qui, quand on est fan, déjà on est fan, on est jeune fan de basket, on se dit putain, il est trop. C'est C'est un des meilleurs. C'est un un des des meilleurs. cinq, Un des- peut-être un des trois meilleurs à son trois, poste. à son poste. Au poste d'arrière, comme ça, arrière ailier, c'est un des top du top du top. Hein. C'est la crème de la crème, c'est 25 points par match. Et puis, quand tu le vois jouer tous les soirs, tu te dis, ce gars, il Il est sûr de lui. il respire le basket, il est Costaud. sûr de lui, il est costaud. Et puis, un jour, il s'est dit, voilà, je vais parler de mes problèmes. Avant d'en parler vraiment ouvertement, il a fait un tweet. Si tu te souviens, il a fait un tweet au moment du All-Star Game en disant j'ai cette dépression qui ne me lâche pas ou quelque chose comme ça. Et de là, Et de là, ça a été les portes ouvertes il a été à pour tout. Je pense que ça lui a fait du bien d'en parler sur Twitter, de ne pas se faire juger, de dire son histoire. Et c'est surtout le message le plus important qu'il a voulu faire passer, c'est qu'il n'y a pas que le basket dans la vie, il n'y a pas le fait d'avoir que de l'argent, parce qu'on parle de C'est tous quelqu'un les qui est... à côté, tous les problèmes de Ouais. sa vie de tous les jours. On parle de quelqu'un qui est quand même multimillionnaire. Il y a toujours cette phrase oui, l'argent fait le bonheur. Ben, là, il a dit que pour lui-même, ça faisait pas le bonheur. Il a toujours ce côté L'anxiété. dépression, anxiété vis-à-vis de son histoire. Et il nous a raconté un peu le fait d'où ça vient. Ça vient de son quartier, Compton. Faut remettre les choses en place. Demar Quartier DeRozan hyper vient de Los violent, ceux qui Angeles. ne connaissent pas. Quartier hyper violent des États-Unis. Il vient de Los Angeles, d'un quartier Compton,
il y a beaucoup de gens. Guerre de gangs, trafic divers. Entre deux gangs rivales du même quartier. Agression. Donc ça veut dire coup de feu en pleine nuit, ça veut dire le stress d'aller dehors, la possibilité de jouer dehors. Il a eu aussi des amis qui sont décédés déjà adolescents devant lui, des amis décédés des connaissances par balles, des fusillades, des choses comme ça. Et ça le suit depuis lors et il se fait une fixation là-dessus. Le fait de mal dormir, le fait de penser aussi à sa vie. Son papa aussi. Son papa qui l'a beaucoup inquiété. Son papa souffre de problèmes au niveau des reins et démarre, notamment en pleine saison d'ailleurs, mais ça on ne le savait pas non plus avant, fait les trajets très régulièrement jusqu'à Los Angeles pour l'accompagner, faire ses traitements à l'hôpital, etc. Et donc c'est un stressé, c'est un anxieux, dû, comme Patrick vous l'a très bien dit, tous les problèmes de son enfance, plus le côté familial et les inquiétudes qu'il a par rapport à son papa notamment. Et ça le bouffe à un point. Patrick, on peut le dire, est-ce que tout ce qu'on vient de dire sur DeMar DeRozan, ça a un impact dans son jeu? Parle-nous un peu des playoffs qu'il a fait cette saison et même la saison passée face à Cleveland. Tu nous as vanté ses qualités de basketteur au début de l'émission. Donc comme Patrick vous l'a dit, un joueur avec un impact offensif extraordinaire. Patrick, ensuite on a appris tout ce qu'il a dit par rapport à l'anxiété, la dépression, qu'il est suivi pour ça, etc. Maintenant, sur le terrain, quand on sait tout ça, est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit parce qu'on parle quand même d'un mec qui a fait l'histoire de la franchise à Toronto. Et puis, on arrive dans les moments clés comme cette année-ci en playoff, face à Cleveland où ils se font sweeper 4-0. Ils avaient 4 matchs dégueulasses. Je trouve qu'ils avaient fait la meilleure saison de l'histoire de Toronto. En étant premier à l'Est. Premier à l'Est et meilleure saison de l'histoire de l'équipe. Donc l'équipe de Toronto n'avait jamais fait une saison aussi, plus belle, plus aboutie que celle-là. Et en play-off, face à Cleveland, LeBron James lui a roulé dessus. Il l'a écrasé, il l'a piétiné, il l'a massacré. Et 2 années d'affilée en plus, c'est ça le pire. C'est là qu'on se demande, est-ce qu'il y a un problème psychologique, un problème un blocage entre les joueurs? Non. Et puis là, on voit qu'il vient nous parler sur Twitter en disant qu'il a ses problèmes d'anxiété, de dépression. Et là, on se dit peut-être que ça peut jouer en termes de basket. C'est là qu'on se dit ça joue. C'est obligatoire que ça joue parce que le mec est concentré sur ça et ça le bouffe. Et il l'a dit lui-même, je voudrais que la terre entière soit riche et que vous compreniez ce que ça fait d'être riche et que tous les problèmes qu'on peut avoir, ils sont toujours présents. C'est pas l'argent qui va faire qu'on va mieux. Et donc c'est quelqu'un qui a cette philosophie de s'inquiéter pour ses proches, d'être un peu replié sur lui-même, d'être très très anxieux. Et puis il s'est senti trahi aussi, et ça rajoute une couche sur cette dépression-là, parce que c'est un gars qui s'est fait tatouer quand même le mot loyauté sur sa main, et qui cet été-ci s'est fait transférer de Toronto vers San Antonio. Il le vit très mal, il ne le supporte pas du tout parce qu'il a estimé avoir été toujours loyal et avoir fait son maximum pour Toronto. Eux, ils ont jugé qu'il y avait une opportunité d'avoir Kawhi, Leonard qui les rejoignent. Ils ont fait le transfert. Et donc, maintenant, il a ça en plus à gérer. Patrick, par rapport à DeMar, t'as autre chose à nous dire? Non, je pense qu'on a tout dit. Je pense que c'est à peu près le même souci avec d'autres joueurs qu'on va citer plutôt. Notamment celui qui a enchaîné suite à ce que DeMar avait lancé. Il y en a un qui s'est énormément livré aussi, c'est Kevin Love. Kevin Love qui a aussi une dépression et qui n'arrive plus à revenir au top de sa forme. Maintenant, il faut replacer un peu les choses dans leur contexte. Kevin Love, à un moment donné, a dit qu'il ne se sentait pas bien du tout depuis le décès de sa grand-mère. Il n'arrivait pas à passer au-delà de ça parce qu'il ne lui avait pas dit au revoir. Donc, il a eu des années extraordinaires en tant que joueur. Il y a eu le décès de sa grand-mère. Et ça le perturbe à un point où il perd un peu pied. Et puis, au mois de novembre, durant un match, on le voit qui court dans le vestiaire. Patrick, tu m'interromps si je dis une connerie. Il court vers le vestiaire, on se dit, ben voilà, c'est sûrement la cheville ou quelque chose comme ça. Il va mettre de la glace, il va revenir. Sauf qu'il n'y a pas de déclaration dans les médias par rapport à ça. On ne nous dit pas, le mec il est parti pour ceci, pour cela. Et par après, il dit, voilà, moi maintenant, je vais être franc avec vous. Le soir où je suis parti dans le vestiaire, c'est parce que j'ai eu une crise d'angoisse. J'arrivais plus à respirer, j'avais mal dans la poitrine et je me suis effondré dans le vestiaire en pensant que j'allais mourir.
j'arrivais plus à respirer. Il a dit qu'il a dû se faire vomir pour pouvoir retrouver un peu justement son souffle, etc. Donc ça a été quand même très très loin. Ils l'ont caché auprès de certains joueurs, ils l'ont caché auprès de certains membres du coaching staff. Et puis il l'a dit, il l'a déclaré, voilà. Il a comme ça des anxiétés, il ne supporte pas donc, le décès de sa grand-mère. Il a une pression énorme sur les épaules, puisqu'on attendait de lui d'être un franchise player, pratiquement, aux côtés de LeBron James. Il n'y arrive pas, à avoir le rendement offensif qu'on attend de lui, à être en fait la superstar qu'on attend. Et donc, c'est cette pression sur les épaules d'être un joueur dont on attend toujours plus. Patrick, ce problème de Kevin Love, ce problème psychologique, cette anxiété, etc. Même question que par rapport à DeMar DeRozan. Quand tu apprends tout ça sur le joueur et que tu le vois jouer, que tu le vois un peu en retrait sur le terrain, est-ce que ça se voit? Donc c'est justifié? Ouais, c'est justifié parce qu'on a quand même plus du côté de Kevin Love où il y a une différence entre ces années où il était basketteur au top de sa forme et ces années à Cleveland où il est, malgré la perte de poids qu'il a subie vis-à-vis des Cleveland, vis-à-vis des attentes des Cleveland d'aller en playoff, d'aller en finale et tout, on sent qu'il n'a plus l'agressivité qu'il avait, on sent qu'il n'a plus cette capacité à enchaîner les matchs bons. À réclamer le ballon aussi, il ne réclame pas autant le ballon qu'avant. Avoir de la responsabilité dans le jeu. DeMar DeRozan aussi, on peut dire que du moment quand il arrive en playoff et qu'il est en face de lui, LeBron James, c'est peut-être pas le même joueur, c'est pas le même joueur qui est agressif. Il s'efface énormément à ce moment-là, on sent qu'il est pas en confiance. On sent que la confiance commence à partir. Je pense que c'est beaucoup. On revient toujours à ce mot confiance en fait. C'est le mot confiance qui caractérise beaucoup les joueurs, que ce soit dans n'importe quel sport. Vous pouvez jouer au foot, au basket, au baseball. Si tu n'as pas la confiance, même dans la vie en général, tu peux pas accomplir de grandes choses. Et puis je pense que plus on se pose beaucoup de questions, plus on est dépressif, plus ça nous bouffe de l'intérieur, ça bouffe les gens, et ça bouffe ces deux joueurs. Et je pense que le fait que d'en parler, ça, comme tu l'as dit, ça a délié certaines langues qui n'osaient pas parce qu'ils avaient peur justement de la vie des fans, de la vie de leurs amis et de la vie aussi des coéquipiers, parce que c'est un sujet vraiment tabou dans le monde du sport et en basket aussi, comme dans tous les sports. Si un joueur ne va pas bien, il le cache parce qu'il y a cette vision, peut-être aussi que la société met de dire voilà, vous êtes des sportifs, vous devez être costauds, musclés, être des leaders, vous devez être des patrons sur le terrain, vous devez être un rassembleur en dehors du terrain, vous devez être vraiment le gars qui va faire une cohésion d'équipe, vous devez être un patron. Et ces mecs-là, ce sont les franchise players, pratiquement, parce que Kevin Love, il a été pendant des années à Minnesota. Puis à Cleveland, c'était normalement le lieutenant de LeBron James. Et on voit qu'ils coincent. Aussi bien DeRozan que lui, ils n'arrivent pas à passer certaines étapes. Et comme tu l'as dit, ils ne sont pas en confiance avec eux-mêmes, à cause de leurs problèmes qui sont tout à fait autres que sportifs. Et alors voilà, ils ont fait les déclarations. Et de là, Patrick, on peut dire, ça a été pratiquement un raz-de-marée. On a de joueurs et des joueurs, mais je ne vais pas dire par dizaines, mais enfin, il y en a plein qui se sont exprimés. Ça va de choses très graves, on va en parler, à des troubles peut-être qui peuvent prêter à sourire. D'ailleurs, j'aimerais que tu nous expliques le cas de Trae Young. Trae Young, c'est le rookie qui va démarrer dans quelques semaines à Atlanta. Trae Young, qu'on compare à Steph Curry. Donc déjà, on lui met une pression sur les épaules. Et en fait, le mec, je pense que ça peut être dangereux de lui mettre déjà une pression comme ça, de le comparer à Steph Curry, parce qu'il a peur, et c'est pas une blague du tout, il a peur et il est suivi par un psychologue. Patrick, dis-nous le pourquoi. Trae Young, est stressé et il peur l'angoisse des oiseaux, quoi. Voilà. Ça peut. C'est peut-être. Ça peut faire rire. Pour certains, ça peut faire rire, mais pour lui, c'est le fait d'être dans un endroit où il y a beaucoup d'oiseaux, ça peut. Même d'aller dans un parc, de croiser un oiseau, etc. Il a un stress. Il a dit lui-même, ça me terrorise et je suis suivi par un psychologue pour ça. Et ça ne marche pas. Malgré qu'en NBA, on ne verra jamais un oiseau traverser le stade. Certains adversaires de Trae Young viennent avec des panneaux représentant des oiseaux, avec des photos d'oiseaux, etc. Et les exhibent pour le déstabiliser, pour appuyer là où ça fait mal, quoi. Et eux, ils font ça dans un côté un peu humoristique, parce que c'est vrai que même nous, au début, on avait vu ça, ça nous a fait sourire.
Mais en fait, c'est un vrai problème pour le joueur. Et il est suivi quand même, c'est ça qu'il faut se rendre compte, il est suivi par un psychologue de cette peur des oiseaux. Donc c'est vraiment quelque chose qui le bouffe de l'intérieur et qui l'empêche de vivre normalement, parce que même en extérieur, il stresse directement. On a aussi un cas, Patrick, qui est beaucoup, beaucoup plus grave aussi. Et là, on va même parler de décès, d'hôpital et de maladie. C'est le cas de l'amarodome. Ouais, l'amarodome. Alors, l'amarodome, aussi, c'est un cas. Là, on n'est plus du tout dans le fait de sourire ou de se dire oh, c'est marrant. Non, pas du tout. C'est un cas très, très lourd. Très lourd. Un des cas, peut-être même le cas le plus lourd. Peut-être le cas qui a pas su rebondir un petit peu. Qui n'en a pas parlé non plus, comme Kevin Love. Mais un cas qui est resté secret. Bon, vous avez tous suivi Kim Kardashian. On a un peu vu le fait qui est parti dans une dépression terrible, des années sombres, ces 5 dernières années, on peut dire. Oui, mais il a ça depuis beaucoup plus longtemps. Et le fait d'avoir perdu ses 2 enfants, si je ne me trompe pas. L'amarodome, il avait perdu sa fille, puis je crois qu'il a encore perdu un autre de ses enfants. Enfin, il a perdu des membres de sa famille. Et il avait des liens très forts, évidemment, avec les personnes qui sont décédées. On l'a dit, c'est les enfants, etc. Et il avait pour essayer de toujours les avoir auprès de lui, parce qu'il ne supporte pas évidemment ses décès, et c'est normal, il notait leur nom sur ses baskets avant chaque match. Il se concentrait sur ça. Et puis il essayait de se vider la tête en dehors des matchs. Et là, par contre, c'était une vie un peu dissolue. C'était de la cocaïne, les clubs de striptease, les prostituées, etc. Enfin, voilà. Donc c'est pas quelque chose de joyeux, c'est pas quelque chose de facile. Mais le mec essayait plus ou moins de supporter les décès et d'avoir une vie plus ou moins concentrée aussi sur le basket. Mais il s'est éloigné tout doucement du basket. Il a fait une overdose dans un club de striptease. C'est son ex-compagne, donc Chloé, je crois que c'est Chloé Kardashian. Je pense, ouais. Il était avec Chloé Kardashian, c'est elle qui allait le récupérer, il l'a amené à l'hôpital, il s'est fait soigner, etc. Il a fait plusieurs AVC, plusieurs arrêts cardiaques à l'hôpital. Donc il a vraiment frôlé la mort de très 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 près, et c'est celui de tous les cas dont on peut parler, c'est lui qui allait peut-être le plus loin dans l'autodestruction. Maintenant, plus ou moins une bonne nouvelle pour Lamar, c'est qu'il a été remis sur pied, il rejoue au basket. Alors un retour en NBA, on va l'exclure, déjà il a 38 ans, donc c'est trop tard, avec tout ce qu'il a eu au niveau aussi des problèmes médicaux, donc je l'ai dit, des AVC, des arrêts cardiaques. Mais enfin il a été signé, je pense, par un club chinois, si je ne m'abuse, donc il va retrouver les terrains. C'est le bout du tunnel, on peut dire, la lumière qui... Ça peut être un truc positif pour lui, et voilà. Et puis d'autres cas un peu plus extrêmes aussi, on peut parler déjà de notre ami celtique Paul Pierce. Paul Pierce, alors là. Paul Pierce qui a eu aussi, on peut dire, qui est passé d'un événement très très important de sa vie à cette dépression qui a suivi et qui en a parlé il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu peux déjà nous en parler? En fait, Paul Pierce, il avait 2 ans de carrière, je pense, derrière lui. Et un jour, il va dans une soirée privée à Boston. Donc, normalement, une soirée privée, tout se passe bien, les invités sont sélectionnés. C'est un truc plutôt cool, relax. Là, il y a une bagarre qui éclate. Il essaie de séparer les 2 personnes qui se battent. Sauf que au lieu de les séparer, il se prend 11 coups de couteau. Donc 11 coups de couteau, dont un coup qui va faire une entaille de 15 cm dans le sternum. Ça va toucher un de ses poumons. Il se prend en plus de ça une bouteille qu'on lui éclate sur la tête. Bon, forcément, vous imaginez bien, il est dans une mare de sang, il est inconscient, etc. Ce sont ses coéquipiers qui est avec lui qui le conduisent, notamment Tony Batty d'ailleurs, qui le conduit à l'hôpital. Là, ses joues pouvaient être mis en danger, bien entendu. Après une blessure comme ça, bon nombre de personnes ne se relèvent pas de ça, ou en tout cas ne font pas de sport professionnel. Lui, il s'en remet. La saison qui suit, donc, il est présent pour le premier jour des entraînements. Jusqu'à la fin. Voilà. Il fait une saison à 25 points, 6 rebonds, 3 passes décisives. Donc une saison pratiquement de MVP. C'est une saison presque de MVP, on est bien d'accord. C'est une saison très 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 sérieuse. Et 0 match manqué. C'est le seul joueur de toute équipe des Celtics qui n'a pas manqué un match. Donc le mec se prend 11 coups de couteau. Il est opéré d'urgence parce que son poumon est touché. Il revient, il ne te rate pas un match. Sur les 82 matchs, il est toujours présent.
C'était le seul de l'équipe à le faire. 11 coups de couteau, je sais pas si les gens Je ne sais pas si les gens réalisent c'est quoi de vous prendre 11 coups de couteau. Et puis, ça tue la plupart des gens. Quoi. Suivi de ça, je ferais des années où il ne voulait plus sortir de chez lui. Pas pendant des années, mais en tout cas, les mois qui ont suivi, voilà, il s'isolait chez lui, il ne voulait plus sortir. S'il était en public, il l'a dit, il avait des tremblements intérieurs. Ça le stressait. Si on le bousculait, et il avait un accès de nervosité parce qu'il pensait qu'il se passait un truc, qu'on le poignardait de nouveau, qu'il se faisait agresser, etc. En plus de ça, il a reçu des menaces de mort. Disant t'as pas intérêt à témoigner contre nous parce que on va te plomber, etc. Donc il avait une présence policière 24 heures sur 24 et il lui a fallu vraiment du temps pour retrouver le goût de vivre. Et au départ, son seul moment d'apaisement, c'était quand il était au gymnase. Donc quand il était avec ses coéquipiers, avec les entraîneurs, etc. Et il a dit il prolongeait même les entraînements parfois de 2, 3, 4 heures pour rester vraiment au stade en fait. Pour rester dans un lieu, il disait, où j'ai le confort la maîtrise de ce qui se passe, le confort et où je me sens bien. C'était un peu devenu son traitement contre cette dépression. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'était sa façon de gérer le stress et la peur, parce qu'il lui disait, après les entraînements, c'était retour à la vie normale. Et le retour à la vie normale, il y avait tous ces à côté, ces menaces de mort et le traumatisme des coups de couteau. Ouais. Donc voilà, Paul Pierce, qu'on ne pensait pas non plus dans cet état de doute et de peur parce qu'il n'en avait jamais parlé avant ça. Surtout qu'on parle d'un énorme joueur des Celtics. On parle d'un Hall of Famer, on parle d'un joueur mythique. Hein. Ouais, c'est un peu ce côté où, comment je dirais, on cache toujours quelque chose derrière. Quoi. C'est incroyable comment des gars comme Kevin Love, DeMar DeRozan, Paul Pierce, des gens qu'on voit presque tout le temps dans les magazines, qui sont des stars, vraiment des superstars. En fait, derrière eux, ils ont un mal-être qui est énorme. Voilà, exactement. C'est exactement ça, Patrick. C'est ça. Et c'est quelque chose, on pense, et c'est pour ça qu'on a fait l'émission, mais que peut-être vous aussi qui regardez l'émission, vous avez aussi quelque chose qui fait que vous vous dites, mais moi je ne suis pas bien non plus, j'ai ça qui se passe, j'ai ceci, j'ai cela. Mais peut-être que d'en parler, comme l'ont fait ces joueurs, peut-être de vous dire, mais tiens, si des mecs comme ça, multimillionnaires, des grands athlètes, des sportifs de haut niveau, etc., en parlent, vous aussi, peut-être que vous devez trouver le courage et trouver une personne pour vous écouter et vous ouvrir et en parler. Ouais, essayer d'avancer et pas de rester dans cette dépression qui amène souvent des choses malheureuses, hein, parce qu'il y a certains cas où on parle de suicide, on parle de... La Marodome, il s'est un peu dirigé vers cette voie-là pour arriver justement à rejoindre les personnes disparues. Donc ça va parfois très très loin. On a pris l'exemple de Trae Young, on peut en rigoler. Effectivement, la peur des oiseaux, c'est une peur comme une autre, je ne dis pas, mais comparé aux autres personnes, c'est un peu marrant. Mais à côté de ça, on a des cas beaucoup plus lourds, mais même ce truc un peu marrant, pour lui, comme tu le dis, c'est un enfer au quotidien. Et ce n'est qu'une peur des oiseaux, quoi. Donc, on est sur des cas très différents les uns des autres, mais tous ces cas sont tristes et sont à prendre au sérieux, puisque ce sont des traumatismes, des faits d'anxiété, etc. Patrick, il y a un joueur, toi, tu l'as moins suivi. Tu as été moins fan de ce joueur-là. C'est Larry Sanders. Alors Larry Sanders, pour resituer un peu le joueur, c'est un gars qui a été choisi par Milwaukee il y a quelques saisons maintenant. Il était pivot titulaire, très grand, athlétique, physique, très bon rebond, plutôt bon défenseur, sous l'anneau pas mauvais du tout. Un avenir qui semblait franchement écrit de lettres d'or, quoi. C'est vraiment le gars, moi je me suis dit, quand je l'ai vu jouer au début, je me dis, mais ce gars-là, à un moment donné, il va être All-Star, il va peut-être être champion. C'est vraiment un gros talent, gros potentiel. Et puis, il a fait à un moment donné une petite pause dans le basket. Voilà. Sans trop expliquer. Et ici, récemment, il est revenu vraiment sur le devant de la scène, non pas pour demander un poste en tant que joueur, mais pour dire, voilà, moi je vais aussi expliquer tout. Comme ça, si ça peut aider des personnes, ils prendront mon exemple et ils en feront ce qu'ils veulent, quelque part. Donc, il souffrait depuis toujours de problèmes. En fait, voilà, pour resituer le truc, c'est un basketteur incroyable, mais il n'est pas passionné par le basket. Voilà, il y a des mecs qui ont un don. Après, ça ne s'explique pas. Toi qui es fan de football, tu le sais aussi, dans le foot, c'est comme ça, tu as des mecs. Tu as des gars qui
qui sont au-dessus des autres. Mais naturellement. Naturellement, Voilà. sans forcer. Sans forcer. Et Larry il Sanders. faut qu'il travaille plus. Et peut-être que Larry Sanders, c'est peut-être le gars qui, comme tu vas bientôt le dire, dans sa jeunesse. Mais dans sa jeunesse, voilà, Larry Sanders, c'est un gars qui était plus passionné par le skateboard et par la peinture. Donc il allait souvent même en skateboard faire des tags, etc. Et le basket, c'est arrivé comme ça, parce qu'il était très grand et il était athlétique. Mais il a dit déjà enfant, c'était pas mon sport préféré, c'était pas mon loisir. Je n'étais pas à pleurer si je jouais pas au basket, etc. Il dit, et quand on me choisissait, j'étais toujours le premier choisi quand on faisait une équipe pour jouer au basket. Il dit, mon équipe perdait tout le temps. Parce que voilà, il n'avait pas ce petit truc pour le basket. Ensuite, voilà, la carrière NBA s'est présentée parce que le mec avait un don naturel tout de même. Et avec les années, il l'a travaillé. Et puis il a pris du temps pour se poser des bonnes questions. Il s'est dit, ben, le basket c'est bien, mais moi j'adore lire, écouter de la musique, peindre, dessiner, écrire. Donc il avait d'autres activités que le basket. Il s'est isolé aussi, même au sein du vestiaire. Quand les mecs, en général, bon, c'est un peu l'ambiance des vestiaires NBA, et même des vestiaires basket, c'est du rap. T'es d'accord hein, Ouais, du rap. Le rap, c'est en général la musique que les mecs écoutent avant de rentrer sur le terrain, parce que voilà, ça les conditionne, ça leur donne la pêche, etc. Lui s'isolait et il écoutait avec des écouteurs du gospel. C'est le seul qui fait ça. C'est son truc. Il était tout à fait mis de côté déjà par rapport à ça. Et puis il avait évidemment des problèmes de saut d'humeur, des problèmes d'anxiété. Il tombait vite en dépression. Et donc voilà, il l'a dit lui-même. En fait, je vais le citer comme ça, c'est encore plus facile. Hein, j'ai dans mes notes. Il avait choisi le basket parce qu'il aimait bien l'aspect collectif du jeu et non pas pour le côté purement athlétique, l'argent, etc. Et il a dit justement, l'argent ne définit pas le succès et le bonheur ne se trouve pas derrière une porte dorée. Donc il a stoppé quelque temps son sport, puis il l'a repris, mais il avait des problèmes donc depuis l'enfance, hein, très réservé, très timide, il se mettait de côté. C'est revenu de nouveau en NBA. Et il a fait comme il faisait déjà enfant, pour se calmer, pour s'apaiser, il lisait la Bible. Et il notait certains mots, certains versets, etc. sur ses paumes de main. Il l'a refait. Il a eu quelques blessures aussi, donc il a eu des médicaments. Et il préférait se soigner autrement, en faisant de la méditation, en faisant du yoga et en fumant. Voilà, la marijuana, on ne va pas tourner autour du pot. Il y a beaucoup de basketteurs d'ailleurs qui déclarent le faire aussi. C'est vrai, c'est quelque chose souvent, on tombe sur des articles où un tel s'est fait attraper avec autant, enfin voilà. Il ne faut pas le faire, mais certains le font. Bon, il a fait le choix de le faire, c'est son problème. Mais le fait est qu'après, il a dit, ok, moi je vais me faire soigner, je vais aller dans un centre. Mais je veux absolument avoir toute l'emprise du truc et pas que ce soit l'équipe qui paye. Donc il a payé, il a trouvé le centre, etc. Ça a duré 1 mois et après 3 semaines, il est parti. Il s'est envolé vers les Caraïbes et il a contacté son agent et l'équipe de Milwaukee en disant, écoutez, moi, terminé, rideau, je prends ma retraite. Ouais, donc, le mec n'a même pas 30 ans, il voulait stopper, il n'en pouvait plus. Ça aussi, c'est un cas, Patrick, quand même très très complexe. C'est complexe, c'est très, ça vient de l'enfance. Ça vient de l'enfance et c'est quelque chose qu'il n'a pas su, en grandissant, faire disparaître. Et quand tu vois la fin de sa carrière, la manière dont il termine, bon, on va dire oui, il n'a pas terminé en... Il n'a pas terminé en mal, beauté. Très mal, mais... Ah non, mais il n'a pas terminé en beauté, il a terminé très jeune encore. On sent qu'il est ça, c'est dans lui, c'est quelque chose qui c'est un mal-être, on sent avec ce jour-là, un mal-être énorme et un malaise, même de jouer. Il n'avait plus l'envie du tout de jouer, parce que même que ce ne soit pas un grand passionné dès le départ, c'est pas le seul, il y en a d'autres qui ont eu ça aussi avant lui, mais le fait de ne plus du tout jouer, parce que, limite, il préfère peindre, lire, écrire, dessiner, etc. Ça, c'est le cas quand même le plus... c'est le mec vraiment dire que le basket le dégoûte en somme. Ça, c'est le cas le plus énorme à ce niveau-là, de ce refus de jouer au basket. D'autres trouvent justement dans le basket un exutoire, un moyen d'être apaisé. On vient d'en parler de Paul Pierce, par exemple. Lamar Odom aussi, d'ailleurs, a toujours eu cette envie de jouer. Lui, justement, c'est l'inverse. Jouer, c'est trop dur. Voilà. Et d'où le fait de ce problème de timidité et d'être réservé. Mais forcément, dans une équipe, tu ne dois pas l'être parce que tu es avec un collectif. Et c'est chacun. Et puis, il y a les voyages aussi. Donc, c'est tout le temps en groupe.
Et tu n'as pas C'est vraiment une famille, de moment quoi, pour t'isoler et dire voilà, moi pendant 3-4 heures, il ne faut pas m'emmerder, je reste tout seul, foutez-moi la paix. Non, il y a les interviews, il y a les entraînements, il y a les voyages qui durent des heures. Les chambres d'hôtel, ben, il faut souvent les partager avec un autre joueur, etc. Donc tu n'as pratiquement pas de tranquillité. Et ça l'a détruit. Bon, maintenant il s'épanouit dans d'autres projets, mais pour le basket en tout cas, c'est un dégoût du basket pratiquement. Après Patrick, il y a d'autres cas, et je vais te laisser un peu nous les faire partager. Et il y a d'autres cas, on a Steve Adams, quelqu'un qu'on ne se dirait pas qu'il est anxieux. Voilà, là, Steven Adams, c'est c'est le 2 rock. mètres 13. C'est 2 mètres 13, Ouais. c'est 125 kilos en général, 120-125 kilos selon le moment de la saison. Hyper grand, tatoué, barbu. On le voit comme un viking. C'est quelqu'un qui est déjà, si les gens savent sa nationalité, il vient de Zélande, Nouvelle-Zélande. C'est quelqu'un qui, on peut dire, c'est un peu la Nouvelle-Zélande, on caractérise toujours cette famille de guerriers. Mais oui, j'ai dit les vikings, on est bien sûr, c'est pas un viking, mais en plus il avait les longs cheveux et tout. Enfin, c'est vraiment le gars, tu te dis, ouais, c'est un barbare. C'est quelqu'un aussi qui a un poste de pivot, c'est quelqu'un qui fait des écrans, c'est quelqu'un de solide, mais il a ce mal-être qui en lui, qui vient de sa jeunesse, de ce côté de ne pas avoir réussi à s'acclimater à la culture américaine. Tout démarre parce qu'il a eu le décès de son papa. Ouais, donc il était très très proche de son papa est décédé. Là, il s'est tourné vers un de ses grands frères, qu'il a pris comme exemple et à qui il s'est confié, etc. Et puis, puisqu'il jouait déjà au basket, il est envoyé aux États-Unis. Et là, il y a l'isolement. Il y a la solitude. Il avait 13-14 ans, donc très très jeune aussi. Loin de sa famille surtout aussi, il ne faut pas oublier, il faut remettre ça dans le contexte. Le fait qu'il arrive dans une culture qui est très différente de celle qu'il a. C'est la campagne, c'est une vie un peu tranquille, un peu c'est la relâche. Et puis là, tu arrives dans des villes. C'était Pittsburgh, si je ne m'abuse, c'est là qu'il était arrivé. Je ne connais pas trop, donc, mais je pense grosse métropole quand même. Ça bouge dans tous les sens. C'est pas la même vie que Nouvelle-Zélande. C'est une vie où il fallait déjà commencer à devenir grand aussi. Peut-être à un certain âge où il était peut-être il pas était là aussi. pour jouer au basket, pour s'entraîner, pour se perfectionner. Donc déjà à 13-14 ans, des responsabilités et devoir répondre aux attentes. On revient encore une fois un peu sur l'exemple de Larry Sanders. C'est devoir jouer au basket alors que à ce moment-là, tu n'as plus envie de jouer. Et puis aussi, il a eu des moments de craquage. Là. Il a failli arrêter tout et revenir dans sa famille. Oui, absolument. Donc tout ça est expliqué dans son livre. Et, il a sorti un livre où il en parle d'ailleurs. Il en parle et puis à cœur ouvert, on peut dire. Et puis c'est un gars qui fait partie de ces gens qui sont en dépression. Et on se dit, quand tu vois le personnage, tu te dis, mais c'est pas possible quoi. Exactement. On peut peut-être le comprendre par exemple DeRozan, parce que DeRozan a souvent un peu ce côté un peu nonchalant, ce côté un peu parfois les épaules voûtées, pas forcément tout le temps un grand sourire, etc. Steven Adams, on le voit tout le temps avec la banane, tout le temps dans une bonne agressivité, c'est vrai, sur le terrain extrêmement fort, extrêmement agressif, mais dans le bon sens du terme. Donc quand il a parlé de ça, c'est vrai que ça a été aussi une surprise. Et puis un peu un autre gars dans le même genre que DeMar DeRozan, que tu peux nous en parler du côté d'un ancien des Celtics, je pense, ou il est toujours à Boston. C'est Marcus Morris. Enfin, il y a aussi son frère jumeau Markieff, mais enfin, c'est plus Marcus qui a du mal à supporter tous les problèmes qu'il a rencontrés à l'enfance. Donc, quartier difficile. Il était d'une famille plutôt pauvre. Il a dit que c'était très difficile de survivre, aussi bien dans l'environnement que dans notre vie quotidienne. La peur de se faire abattre, parce qu'il y avait des fusillades aussi. Dans le quartier, des vols. La peur pour sa famille. Ensuite, ça s'est plutôt bien passé. Sa carrière aussi. Il a démarré sa carrière, mais il était sans son frère jumeau. Or, eux deux, ils sont tout le temps collés ensemble. Il a eu donc des moments vraiment de grande solitude où il se sentait tout seul, etc. D'où une dépression, de nouveau, état dépressif, etc. Tout ce qui va avec. Et je suis sûr que beaucoup de personnes qui nous regardaient, vous traversez aussi ça. Donc vous voyez bien, ça va même dans le côté athlète, comme on l'a dit. Et ensuite, il a eu la chance de rejoindre son frère à Phoenix. Donc là, il a dit tous mes problèmes d'anxiété, tous mes problèmes de stress, etc. se sont envolés. J'avais plus rien. Et un peu de façon miraculeuse, Patrick, tu es d'accord ? Voilà. Donc c'est vraiment le fait d'avoir retrouvé son frère qui l'a aidé. De ce côté familial.
voilà, le côté, je retrouve ce qui me complète, quoi. Son frère jumeau, il l'a retrouvé, tout s'est arrangé. Seulement, il a été transféré de nouveau. Et là, il a dit tous les problèmes sont revenus. Et il a seulement, depuis quelques mois, un apaisement à ce niveau-là. C'est depuis qu'il est à Boston, où aussi bien Danny Ainge que le coach Brad Stevens se sont manifestés auprès de lui en disant écoute, nous on va t'aider à supporter justement ton anxiété, ta dépression, etc. Et ils l'ont présenté à une psychologue. Et il a dit que même ne fût-ce que d'être dans la pièce avec la psy, elle lui apprend à respirer, elle tamise les lumières, etc. Il a dit d'être dans une pièce noire et juste de respirer. Il dit même pendant 10 minutes, ça me fait un bien fou, je me sens beaucoup mieux. Et donc de lui parler, et là ça le libère. Il a dit se sent beaucoup, beaucoup mieux depuis qu'il est à Boston. Mais ça, Boston, c'est la ville où il faut être, c'est la ville où il faut aller jouer. C'est normal qu'il se sente mieux s'il est à Boston. Les Celtics, j'ai toujours dit, c'est l'équipe porte-bonheur. Si le trèfle c'est leur symbole, il y a une raison. Celtics forever. Voilà, donc c'est encore un exemple Parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Il y en a d'autres aussi. On n'a pas parlé de Royce White, bon, qui n'est pas joueur NBA, mais qui l'avait été. Patrick, choisi par Houston, jamais joué pour Houston. Ils l'ont jamais fait jouer. Une phobie de l'avion. Il avait peur de prendre l'avion. C'est comme Trae Young, cette phobie qui bloque le personnage. Puis il y en a d'autres. Royce White, de l'avion, forcément, en NBA, tu dois prendre l'avion pour aller jouer dans les autres États. Et puis il y en a d'autres, Nate Robinson aussi. Nate Robinson aussi, oui. Manque de confiance par rapport à tout ce qui est dirigeant, le fait d'avoir été tradé beaucoup de fois partout. Il a été énormément transféré. Alors il s'investissait à chaque fois à 100% pour les équipes. On peut citer Boston Celtics, les New York Knicks. Il a eu aussi de très très belles rencontres, et notamment en playoff à Chicago. Ouais. Et il pensait à chaque fois, avec ce que j'ai fait en playoff, avec ce que j'ai fait en saison, etc., on va me garder. Et à chaque fois, non, c'était fini. C'était fini. Il était là pour quelques matchs, ou une saison, ou une demi-saison, et voilà. Ensuite, il était transféré de nouveau, et ainsi de suite. Et ça a cassé son moral, son envie de jouer, même, Patrick, on peut le dire. Ouais. Il y a aussi Jahlil Okafor, Patrick. Jahlil Okafor qui a pas longtemps remercié Kevin Love par rapport à le fait d'en parler publiquement. Lui qui était assez dépressif sur la capacité à être le joueur qu'on avait attendu de lui. Très grand, très costaud, déjà depuis l'enfance. On attendait déjà un rookie qui n'a pas pu faire valoir ses capacités, comme on le disait dans les journaux. Il y a eu beaucoup de mal à digérer le fait qu'il ne soit pas aux attentes de ce que les gens attendaient de lui. Et puis là, il repart sur des bonnes bases en étant un travail sur lui-même. Il a perdu du poids, il a travaillé physiquement et il se remet petit à petit à... Donc ça aussi, ça peut peut-être aider certaines personnes. À une thérapie. Peut-être que vous vous sentez pas bien parce que vous dites physiquement, je voudrais être comme ça, et je suis plutôt comme ça. Mais pourquoi pas faire quelque chose pour changer, vous sentir mieux dans votre peau et vous vous sentirez peut-être mieux aussi dans votre tête et avoir plus de joie de vivre et plus d'épanouissement et voilà. Et puis aussi un ancien joueur, donc le papa de Luke Walton, le coach actuel des Lakers, c'est Luke Walton. Son papa Bill Walton, qui a joué dans les années 70, 80, lui aussi avait eu beaucoup de mal à digérer. C'était plutôt une blessure très grave qui l'avait empêché d'être vraiment à son maximum de ses 26 à 29 ans. Il a subi des moqueries par rapport à ça, Patrick. Ouais. Et il est allé carrément jusqu'à penser à se suicider. Et puis voilà. Un autre cas aussi, on ne va pas en parler parce que c'est un cas très très long, Dennis Rodman. Dennis Rodman, qui a eu une dépression depuis la jeunesse. C'est qui a failli se suicider dans sa propre voiture. Oui, et c'est là. Et le coach est venu c'est le commentateur Craig Sager qui est tombé dessus en disant mais qu'est-ce que tu fous là, machin. Et en fait, Dennis Rodman s'était endormi au volant. Enfin, le moteur était coupé, mais il était dans sa voiture et à côté de lui, il y avait un fusil. Et en fait, il s'était mis là parce qu'il voulait se suicider. Voilà. Donc il était allé sur le terrain où il devait jouer le match. Et il voulait se suicider. C'est Craig Sager qui est tombé dessus et qui lui a fait reprendre goût à la vie, entre guillemets, parce que bon, Dennis Rodman a toujours une vie de dingue et il est toujours resté un peu à côté du sujet. Et suite à cette discussion où Dennis Rodman a dit mais moi j'ai un mal-être, je me sens pas bien, on m'isole dans le vestiaire, je suis tout seul, etc. Craig Sager a dit mais demande d'être transféré. Il l'a demandé. Et
malheureusement, après, bon, il est resté toujours un petit peu quand même mis à l'écart, jusqu'au jour où il est arrivé à Chicago. Alors, il a gagné les titres, mais il était quand même toujours un peu ce joueur un peu électron libre. Même encore aujourd'hui, il a un peu ce joueur qui... Et encore aujourd'hui, ça reste un gars à part. qu'on ne comprend pas toujours et qui reste vraiment à part. Ouais. Donc voilà, c'était un sujet qui nous tenait à cœur aussi. Hein. Oui, mais pas oublier. On voulait faire, on voulait centrer évidemment comme toujours sur le basket, mais avec peut-être un impact sur des personnes peut-être qui sont pas fans de basket du tout. Et on trouvait que c'était intéressant que les joueurs se livrent comme ça et disent ben voilà, j'ai tel ou tel problème. Et donc, si ça peut aider des personnes aussi à se dire ben tiens, il n'y a pas que moi qui suis dans le cas, il n'y a pas que moi qui vis ceci, qui vis cela, qui pense ça. Voilà, vous voyez qu'il y a des gens qui sont multimillionnaires, qui sont champions NBA, qui sont encore des joueurs majeurs de leur club et qui traversent des choses très dures. N'importe quelle personne de la vie, voilà. N'importe quel... Et voilà, il faut se battre et puis... Voilà. Parlez-en. Parlez-en, s'accrocher à quelque chose. Quelque chose comme la famille ou peut-être un objet ou un livre, ou je sais pas. Voilà, et trouver des solutions, peut-être en parlant avec des gens. Voilà, ne pas rester isolé et vous fermer aux autres en pensant on va me juger, on va dire ça de mal, ou on va faire ceci, cela contre moi. Non, sortez de cette idée-là et parlez à des gens. On espère que ça vous aura plu. Ceux qui sont purement fans de basket et pas d'autres à côté, peut-être qu'aujourd'hui vous aurez moins appris au niveau purement des statistiques des joueurs, etc. On n'était pas là pour ça. Maintenant, voilà, on espère que ça aura un petit impact, que ça aura aidé peut-être quelques personnes, même si ça en aide une seule. Pour nous, c'est tout bon. Et n'hésitez pas du tout dans les commentaires, même si vous voulez le faire de façon anonyme, vous pouvez nous dire moi je souffre de ceci, cela. Et peut-être que la vidéo vous aura aidé parce que vous aurez pris conscience qu'il faut en parler et que si même des mecs comme les joueurs NBA en parlent, il faut pas hésiter, il faut vous lâcher. Donc faites les commentaires franchement aussi bien sur vos malaises, vos mal-être, etc. Si vous en avez, si vous n'avez pas, tant mieux. Mais faites aussi des commentaires pour nous dire écoutez les gars, franchement c'est bien d'avoir fait cette vidéo. Ou alors dire écoutez là vous dépassez votre rôle, c'est pas du tout à vous de faire ça. Allez-y, nous on n'a pas de souci pour avoir des critiques ou des remarques. On prend tout de façon constructive et voilà. Patrick. Moi j'ai rien à rajouter. Donc c'est sur Facebook, c'est sur YouTube et puis j'espère que ça a touché la plupart des personnes qui vont écouter l'émission et puis je pense qu'on n'a aucun cas à juger quelqu'un par rapport à comment il est ou comment lui perçoit la vie. Il faut savoir aider et savoir aider son prochain et on aura une aide en retour. Voilà. Merci.